sur la première. Bonjour Yves Tissandy. Oui, bonjour Charlotte. Aujourd'hui, nous fêtons donc le 37e anniversaire de la table ronde de Nainville-les-Roches. Vous y étiez membre de la délégation du RPCR. Que représente cet anniversaire pour vous ? Alors d'abord, un rectificatif. Un rectificatif, j'étais pas membre de la délégation du RPCR. Autant pour moi. Non, c'est pas grave. J'étais avec monsieur Bernard Degout, qui était directeur des affaires politiques du ministère de l'Outre-mer. J'étais au titre de la Nouvelle-Calédonie, du territoire. J'étais un des deux rédacteurs des procès-verbaux et du communiqué final. Donc il y avait au niveau de l'État un représentant et au niveau administratif pour la Nouvelle-Calédonie, puisque j'ai été secrétaire général du conseil de gouvernement de monsieur Tchibaou. Donc, que représente cet anniversaire pour vous aujourd'hui ? Alors, c'est un anniversaire qui est important. D'abord, c'est le fait que, pour la première fois, le gouvernement français avait réuni les acteurs principaux politiques de la Nouvelle-Calédonie. Il y avait donc le RPCR, le Front indépendantiste et la FNSC. Et également, il y avait M. Hilarion Vandégou qui était le président du Conseil des grands chefs, puisque cette institution existait à l'époque. Et aujourd'hui, quels souvenirs vous en gardez ? Alors, si vous voulez, de plusieurs aspects. Le premier, c'est que, d'abord, de la délégation du RPCR de 8 membres, il ne reste plus que Maître Jean Lec. Il ne reste plus aucun membre du Front indépendantiste. Et au niveau de la FNSC, 2 survivants, entre guillemets, M. Jean-Pierre Haïfa et M. Christian Boisserie. C'était des hommes de grande valeur sur le plan politique, et je dis même des géants. Ils avaient réussi à se faire confiance. Et je crois que finalement, Nainville-les-Roches a été l'ouverture et la possibilité de pouvoir discuter ensuite à Matignon et à Oudinot. On voyait très nettement, vous savez, le gouvernement français a eu l'intelligence de nous mettre en conclave. Pendant 5 jours, on est restés 5 jours tous ensemble. Prendre le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, travailler ensemble. Le soir, un whisky après le repas, bien sûr. Avec modération ? Avec modération toujours. Ça crée des liens de confiance. Et je crois que c'est grâce à Nainville-les-Roches que Jean-Marie Tchibaou et Jacques Lafleur ont pu plus facilement discuter, ont pu plus facilement évoquer l'avenir de la Nouvelle-Calédonie à Matignon. Et ça a été la même méthode d'ailleurs pour les accords de Matignon. On les a enfermés dans un château et on leur a dit vous n'en sortez pas tant qu'il n'y a pas d'accord. C'est exactement la même chose. La seule chose, c'est que là, ça a duré 5 jours. C'est quand même du 8 au 12 juillet. Il y a eu 5 journées. Et c'était quand même assez long, mais ça a permis justement de pouvoir se faire confiance, même si les discussions qui étaient de très haut niveau, les discussions ont été parfois très rudes, très dures, les échanges fructueux certes, mais assez acérés. Mais je crois que finalement, c'était des hommes qui ont réussi à faire pas mal de choses et en particulier à discuter, à se faire confiance. Quel est le contexte pour ceux qui n'étaient pas nés à ce moment-là ou qui n'ont pas vécu cet épisode incontournable de l'histoire calédonienne ? Quel a été le contexte qui a amené à cette table ronde à Nainville-les-Roches ? Alors d'abord, il faut savoir que Nainville-les-Roches, c'est en 83. François Mitterrand arrive au pouvoir en 81. Et il semblerait que le président François Mitterrand ait pris quelques engagements vis-à-vis des indépendantistes. Donc, il y avait ce contexte, disons métropolitain, d'une part, et localement, aussi bien les indépendantistes que les non-indépendantistes ont vu une occasion de pouvoir faire évoluer la situation, d'autant plus que on commençait à avoir quelques incidents comme l'interruption du tour cycliste, comme d'autres incidents de ce type qui font que les discussions étaient nécessaires.
7h07. Vous êtes bien sur la première, je le rappelle, l'invité de la matinale ce matin. Nous sommes en compagnie d'Yves Tissandier. Le standard est ouvert. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258 Charlotte Mestre. Yves Tissandier, comment expliquez-vous aujourd'hui que ce moment reste une référence dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, alors que depuis, il y a eu d'autres réunions, il y a eu l'accord de Matignon, il y a eu les accords de Nouméa, et on est aujourd'hui au deuxième référendum? Alors d'abord parce que c'était la première fois dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie qu'une telle réunion avait lieu, sous la présidence à la fois du ministre qui était M. Georges Lemoine et du conseiller spécial du président Mitterrand qui était M. Guy Pen. Donc c'était quand même quelque chose de haut niveau. Ça, c'est le premier point. Donc, si vous voulez, le point le plus important, c'est qu'on avait des hommes qui avaient leurs convictions, qui étaient quand même des hommes politiques de haut niveau. Je pense en particulier à, bien sûr, Jacques Lafleur, Jean Lec, je pense à Jean-Marie Tjibaou, à Gabriel Païta, qui était membre de la délégation du Front indépendantiste et qui, lui, était un historien de la Nouvelle-Calédonie et qui abordait la Nouvelle-Calédonie sous l'angle mélanésien, et je crois que c'était très important. Et enfin, Jean-Pierre Haïfa et Gaston Morlet, qui étaient vraiment des bêtes politiques, je crois. Et c'était très important que ces hommes d'un tel niveau puissent discuter ensemble. Mais après, ils ont rediscuté pour Matignon. Donc comment faire que maintenant ça reste une référence et c'est toujours cité comme une référence et comme un moment incontournable de l'histoire calédonienne? Je pense que c'est parce que c'était la première fois. Je pense que c'est la première fois, au même titre que moi j'ai travaillé avec... j'étais donc secrétaire général du conseil de gouvernement de Jean-Marie Tjibaou, qui connaissait ma position politique, c'est-à-dire que politiquement, il savait très bien que je n'étais pas pour l'indépendance, mais qui avait l'intelligence et la subtilité d'utiliser les compétences du fonctionnaire que j'étais. Et donc, si vous voulez, moi j'étais secrétaire général administratif, j'étais pas politique. Politique, il y avait un directeur de cabinet auprès de Jean-Marie Tjibaou. Et donc, si vous voulez, on pouvait... avec des hommes politiques de ce calibre, on pouvait discuter. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait que Nainville-les-Roches a échoué, puisque le RPCR a refusé de signer les conclusions? Une fois de plus, il y a une ambiguïté. L'ambiguïté, elle est à plusieurs niveaux. D'abord, sur l'origine. À l'origine, et si je reprends le communiqué final, cette réunion a lieu dans le cadre de la préparation d'un nouveau statut d'autonomie. Donc, si vous voulez, on est bien dans ce cadre-là. Et apparemment, si vous voulez, le RPCR a vu une évolution dans les discussions. On a quitté le statut d'autonomie interne qui allait être refusé un an plus tard, le 18 novembre 1984. Donc, on a quitté cette optique pour évoquer un point qui est actuellement encore pendant, c'est qui doit voter. Monsieur Tissandier, on se dirige du côté du standard pour accueillir un auditeur. Il s'agit de Jules. Bonjour Jules. Oui, bonjour. Vous avez une question à poser, on vous écoute Jules. Oui, bonjour. Oui, c'est savoir, durant les réunions qui sont faites à Nainville-les-Roches, il y a eu des signatures. Votre question, Jules? Il y a eu combien de signatures Il y avait combien de signataires? Signataires. Combien de signatures, oui, pour Nainville-les-Roches? Pour Nainville-les-Roches, il y avait 8 représentants pour le RPCR, 7 représentants pour le Front indépendantiste, 4 représentants pour la FNSC, plus le président du Conseil des grands chefs, le défunt Hilarion Vandégou, accompagné de son secrétaire général Franco Aouzou, et de Mme Marie-Paul Serve, qui était l'invitée personnelle de M. Lemoine. Vous évoquiez l'ambiguïté de cette table ronde qui pouvait expliquer l'échec. Le premier point, c'était cette ambiguïté. Est-ce qu'il y en a d'autres? Le deuxième point qui est important, c'est que les participants étaient venus de toute bonne foi pour trouver des convergences. Et en fait,
on a acté des divergences. Et je crois que c'est ça qui est important, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas eu la suite attendue par tout le monde. Et est-ce qu'avec le recul, aujourd'hui, on peut considérer que ça a été une perte de temps ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je ne pense pas que ça ait été une perte de temps. Au contraire, je pense que c'était un point nécessaire et obligatoire pour la suite, et en particulier pour ouvrir les discussions à Matignon, à Oudinot et après à Nouméa. Mais entre-temps, il y a eu les événements, il y a eu des morts. Si la réflexion avait été poussée plus avant, peut-être qu'on aurait pu éviter ça. C'était difficile. C'était difficile dans le contexte parce que je crois que les indépendantistes ont été profondément déçus de l'aptitude du président Mitterrand. Je n'étais pas dans le secret des dieux, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait eu quand même quelques engagements qui avaient été pris et qui n'ont pas été tenus. Et du côté du RPCR, est-ce que on vous a fait état de regret de ne pas avoir signé au vu des événements qui se sont produits après ? Non, pas du tout, parce que si vous voulez, il faut quand même, tout événement historique, il faut le remettre dans son contexte. Et je crois que dans le contexte de l'époque, on pouvait difficilement arriver à un accord total. Donc, il y avait une ambiguïté. Cette ambiguïté, c'est celle de qui doit voter, dans quel cadre, est-ce une autodétermination ou une consultation ? On n'est pas dans le même cas de figure sur le plan juridique. Et c'est ce qui a entraîné, si vous voulez, non pas un échec. Je ne pense pas que ce soit un échec parce que les participants qui étaient à Nainville-les-Roches se sont retrouvés ensuite au niveau de Matignon et d'Oudinot, et ils ont pu discuter parce qu'ils avaient confiance en eux, les uns vis-à-vis des autres. Et puis parce qu'il y avait des morts et qu'il fallait bien régler la solution, c'était aussi ça. Il fallait régler le problème, mais il pouvait être réglé non pas dans la discussion, mais il pouvait être réglé aussi dans des extrémismes, dans la force, etc. C'est ce qu'il fallait éviter, absolument. Selon vous, aujourd'hui, quel est l'héritage de Nainville-les-Roches dans la vie politique calédonienne ? Alors, l'héritage de Nainville-les-Roches, c'est à la fois, si vous voulez, la confiance qui a été faite à un moment donné, les paroles qui ont été données, et je pense que c'est quand même quelque chose qui a marqué toute une génération. Et malheureusement, la preuve, c'est que sur les 8 personnes du RPCR, il n'y en a plus qu'une, c'est Jean Lec, de vivante. Le Front indépendantiste, il n'y en a plus. La FNSC, il n'y a plus que Jean-Pierre Haïfa et Christian Boisserie. Hilarion Vendégou pour le Conseil des chefs est décédé. Donc, si vous voulez, les témoins, il y en a très peu. Et du coup, est-ce qu'il y a un risque, si ces témoins ne sont plus là, il y a un risque que l'histoire se répète ? Parce que vous évoquiez la question de qui doit voter. Georges Lemoine, dans son allocution en 1983, disait que c'était une nécessité économique parce qu'il n'y aurait pas de relance et il n'y aurait pas de développement sans stabilité politique. Tout ça, c'est des discours qui se retrouvent encore aujourd'hui. Donc est-ce qu'au final, après 40 ans presque, rien n'a changé ? Non, on ne peut pas dire que rien n'a changé. Je pense qu'il y a eu quand même une évolution. On sent maintenant que les protagonistes du dossier calédonien veulent aussi... Il y a des postures politiques. Mais au-delà de la posture politique, je pense que profondément, aussi bien d'indépendantistes que du côté non-indépendantiste, il y a quand même une volonté d'aboutir à quelque chose. On se dirige du côté du standard. Il nous reste très peu de temps. Nous allons accueillir Monsieur Haïfa. Bonjour. Vous avez une question à poser. On vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour Yves. Oui. Bon, je te salue et puis bravo pour ton impartialité et surtout la mise au point que tu étais bien le secrétaire général du gouvernement Tchibaou, Front indépendantiste FNSC. Simplement qu'il y a un point sur lequel je souhaitais insister, que j'avais insisté hier, c'est la signature de l'accord. Il faut te rappeler, et je pense que dans tes notes tu l'as, que le soir, tout le monde s'était quitté pratiquement d'accord. Je suppose que la nuit, habituellement, qui porte conseil, a été certainement de mauvais conseil, puisque le lendemain matin, il faut quand même se rappeler qu'il y a eu la déclaration de Jacques Lafleur qui ne voulait pas signer. Alors, il est vrai que le corps électoral avait été abordé, il avait été pas réglé, mais il avait été abordé,
que devaient voter les Kanaks et les victimes de l'histoire. Il fallait déterminer le contour des victimes de l'histoire. Tout simplement que, voilà, effectivement, aujourd'hui, nous ne sommes plus nombreux pour témoigner. Alors, j'aurais bien aimé que Christian Boisserie soit interviewé parce que faisait partie des plus jeunes à l'époque. Voilà, merci pour votre... Madame Mess, merci Yves de ton témoignage. Merci Monsieur Haïfa. Ce qu'évoquait Jean-Pierre Haïfa, c'est cette surprise un peu. Est-ce qu'on peut parler de trahison? Ah non, pas du tout. Non, c'est pas une trahison. Si vous voulez, c'est pas une surprise. C'est pas ce que disait Jean-Pierre Haïfa. Oui, mais bon, je suis d'accord, Jean-Pierre Haïfa pensait que c'était une surprise, mais quand, si vous voulez, j'ai les notes, c'est moi qui ai rédigé le PV final, donc j'ai les originaux et j'ai les mêmes manuscrits des interventions. On pensait, on sentait que de toute façon, il y avait plusieurs points sur lesquels ça allait achoper. Le premier point qui était très important, c'est que tout le monde était venu dans le cadre de la préparation de nouveaux statuts. Et non pas pour discuter de l'autodétermination potentielle. Non, pas du tout. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, si vous voulez, c'est que déjà, le ministre avait parlé de statut d'autonomie évolutif. Alors déjà, le terme d'évolutif était un terme lourd de conséquences. Ce sera ma dernière question parce qu'on arrive à la fin du sûr. temps imparti. La campagne pour le second référendum est lancée. Comment la voyez-vous? Quel regard portez-vous là-dessus et comment espérez-vous que ça va se passer? J'espère et je souhaite que ça se passe le mieux possible, si vous voulez, que les crispations ne soient que des postures et que finalement on arrive à trouver quelque chose, à trouver un statut, parce que la situation économique est catastrophique d'une part, d'autre part on sent qu'il y a quand même des tensions qui existent au niveau des différentes populations. Moi je souhaite qu'une chose, c'est qu'on puisse arriver à trouver quand même un statut qui puisse satisfaire, non pas tout le monde, mais la majorité des Calédoniens. Et selon vous, la classe politique calédonienne est à la hauteur de l'enjeu? Oui, elle l'est. Yves Tissandier, merci d'avoir été notre invité ce matin pour évoquer ce 37e anniversaire de la table ronde de Nainville-les-Roches. Merci beaucoup. Merci. C'était l'invité de la matinale. Sur la première. C'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Avec Nico